Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, le Conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État ce mercredi. Il a été annoncé une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. L'intégralité des décisions est à suivre avec le porte-parole du gouvernement. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu en audience ce mercredi Grégory Valadier, directeur du projet Benibiz. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges. Plus de précisions dans ce journal. À la page Inter, Donald Trump a reçu ce mercredi le président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche, l'entretien ayant pour toile de fond les accusations américaines de génocide contre les fermiers sud-africains blancs, les propos lâchement démentis par Pretoria. Voilà pour le sommet, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Le chef de l'État, Patrice Talon, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres. Parmi les décisions prises, la conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie, homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne agricole 2025-2026, on fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni et a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des communications, en point 1, construction d'un centre d'identification, immigration, émigration, élection, dit Ciel à Cotonou. Le projet Ciel est un centre d'envergure devant abriter les sièges des institutions publiques que sont la Commission électorale nationale autonome, Sénat, dont le bâtiment comprend 4 niveaux, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, édifice de 4 niveaux également, la Direction de l'immigration et de l'immigration, DEI, de même configuration, et la Direction des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur, DACB, immeuble de 2 niveaux. Conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. En raison des insuffisances révélées par l'état des lieux qui en a été fait, cette réforme vise le renforcement des instruments juridiques existants, ainsi que des normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Aussi, prendra-t-elle en compte la modernisation des conditions de production et l'amélioration des techniques appliquées aux fins d'introduire des pratiques innovantes. À terme, l'étude mettra à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce le guide technique d'installation d'une unité de boulangerie, le guide des bonnes pratiques et des normes pour la production du pain, le mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur, les instruments de détection et de mesure de substances prohibées qui pourraient se trouver dans la farine de blé, la pâte de farine de blé et le pain. L'objectif visé est d'améliorer les conditions et techniques de production par l'ensemble des acteurs du secteur pour produire du pain de meilleure qualité au profit de la population. En point 3, réalisation du schéma directeur des postes sources haute tension, moyenne tension et des réseaux moyenne tension du Bénin à l'horizon 2040. Le diagnostic des réseaux électriques du Bénin, réalisé en 2024, a mis en évidence plusieurs défis nécessitant des ajustements stratégiques et techniques. Dans ce cadre, il a été demandé à une structure spécialisée de proposer à la Société béninoise d'énergie électrique SB2E des outils et des études stratégiques pertinentes pour optimiser le développement des réseaux de distribution d'électricité au Bénin en cohérence avec les objectifs nationaux d'électrification, homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne agricole 2025-2026. En dehors des prix de cession des engrais déjà fixés, respectivement à 17 000 francs CFA le sac de 50 kg de NPK coton et vivrier, 15 000 francs CFA le sac de 50 kg d'urée et 14 000 francs CFA celui de 50 kg de la formule SSP,
Le Conseil a approuvé les prix des insecticides comme ci-dessous. Insecticides contre les jacides, 3 400 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Insecticide coton alternatif au pyrétrinoïde, 3 400 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. 3 400 francs CFA le flacon des binaires acaricides, de même que des binaires aficides pour le traitement de demi-hectare. 3 500 francs CFA le litre d'herbicide Toto. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler aux producteurs qu'il est formellement interdit de sortir les intrants ainsi subventionnés du territoire national et pour instruire les ministres concernés de veiller particulièrement au respect de cette mesure. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 113e session de la Conférence internationale du travail et autres rencontres à Genève en Suisse du 2 au 13 juin 2025, puis celle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche aux rencontres statutaires et autres missions officielles du secteur au titre de l'année 2025. Depuis sa prise de fonction le 24 février 2025, à la tête du Conseil économique et social, les échanges au cabinet de Conrad Baguidi se multiplient. Ce mercredi, c'est le projet Benibis qui s'est invité à la table des discussions, une rencontre de courtoisie, mais aussi de travail conduite par le directeur du projet Grégory Valadier. Suivons ses impressions au thème de l'audience. L'essentiel des échanges s'est porté sur le rôle commun que le CES et Benibis a, un des mandats de Benibis, notamment de voir comment faciliter l'accès à l'information sur les éléments qui favorisent le développement économique de la population béninoise. Donc au vu du mode opératoire d'avoir des conseillers départementaux dans chaque département comme relais de partage d'informations, ça nous a permis de voir un petit peu les synergies qu'on pourrait avoir et entre les conseillers du CES et nos activités sur le terrain, ainsi que un réseau de femmes entrepreneurs que nous avons accompagnées qui s'appelle le réseau Biwi, mais aussi de pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que les relais territoriaux du CES pourraient collaborer éventuellement avec les relais territoriaux du ministère des PME, ainsi que du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, notamment les HULP et les GUPS. Chacun dans leur mandat, ce sont des mandats qui sont relativement complémentaires. Et donc on a pu échanger un petit peu pour voir comment est-ce qu'on pourrait par la suite faciliter un petit peu ces dynamiques de synergie. On a parlé également des activités de promotion du consommation local, le mois du consommation local, pour voir comment est-ce qu'on pourrait retravailler un petit peu les activités qui sont historiquement mises en place pour mieux contribuer à faciliter la promotion du consommé local et du coup contribuer à diminuer un petit peu les produits concurrents qui sont importés. On a parlé aussi de collaboration potentielle concernant partenariat avec le secteur privé, tel que les télécoms, comme MTN ou comme Move, sur des dynamiques de kiosquisation, pour citer le président, pour voir comment créer éventuellement des hubs ou des kiosques sur les territoires qui permettraient de pouvoir s'appuyer pour faire la promotion ou la vulgarisation de différents éléments de textes de loi comme d'outils ou de réformes qui pourraient être utiles à la population. Et pourquoi pas, s'en servir comme des relais territoriaux qui peuvent même être des structures de promotion de produits entrepreneuriaux pour le consommé local ou pour d'autres choses similaires. Et dans le reste de l'actualité, depuis plusieurs mois au Bénin, s'agite sur la toile et dans les médias plusieurs sujets qui alimentent l'actualité politique. Entre autres sujets, la relecture du code électoral, affaire récépissé Parti le libéral et les rencontres entre les anciens présidents d'institutions. Peu d'acteurs de la société civile en parlent. Une équipe de Speedline TV s'est rapprochée de Nestor Avonomandegbe, un acteur de la société civile, pour prendre ses impressions sur l'actualité politique au Bénin. Suivons-le. La société civile n'est pas au-dessus de la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne le code électoral, ça a été voté et promulgué.
Il y a des recours qui ont reçu proprement leur réponse. La société civile n'a plus aucun rôle à jouer. Vous savez, la pièce maîtresse en matière d'élection, c'est le fichier électoral. Vous savez très bien quand même que c'est un responsable de la société civile, Jean-Baptiste Elias, qui est le président de ce comité d'audit du fichier électoral. Taisons-nous, que les résultats tombent, et s'il y a des critiques, nous allons les faire. Le Parti libéral, il y a des fonctionnaires de l'État qui sont épinglés, qui ont avoué être corrompus. Si le corrompu accepte, le corrupteur est poursuivi aussi. C'est tout. Nous devons laisser la justice trancher ce problème-là, parce que nous sommes toujours à l'étape des présomptions. La présomption est même dépassée parce qu'il y a des aveux. Donc, vous ne pouvez pas quand même politiser encore ce truc-là. Nous disons non. Nous, société civile, nous œuvrons pour la paix, le développement de la nation. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas des gendarmes. Une situation qui se présente, nous avons des textes et lois de la République. Nous voyons si ce qu'on dit est conforme à ces textes de la République, c'est tout. Il y avait même une intervention du procureur spécial. Nous devons faire foi maintenant à notre justice qui va trancher. Ne vous inquiétez pas. Les anciens présidents sont dans leur rôle de sages. La société civile aussi abonde dans le même sens. Si un citoyen est condamné, nous sommes libres de demander au premier responsable de la nation de le gracier, de le libérer. C'est une forte décision politique, une forte décision d'État, quitte à lui de faire ou de ne pas faire. En tout cas, nous avons dit, les anciens présidents ont parlé, il y a des exilés politiques, et nous nous référons toujours à la période de gestion du général Mathieu Kérékou. Le président André Mbedi qui parle aujourd'hui, il était en exil, mais il est rentré. On lui a ouvert la porte. C'est la même chose qu'on demande au président Talon. Mais nous ne sommes pas dans le secret de son service de renseignement sur les actes que poseront chacun de ces exilés politiques ou détenus politiques après la libération. Mais après tout, nous sommes tous des Béninois et il faut le pardon. Il faut le pardon. S'il y a le pardon, écoutez, si vous êtes en infraction, on vous pardonne. Votre conscience doit vous travailler et vous devez devenir un homme sain, un citoyen sage et ne pas attenter au pouvoir, ne pas poser des actes pour soulever les populations, bref, ne pas poser des actes de rébellion pour retomber dans le même piège. En interactualité, en RDC, le sceau du ministre de la Justice, Constant Moutamba, est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi ce mercredi l'Assemblée nationale afin de solliciter à l'encontre du ministre pour détournement présumé de deniers publics, à l'origine un projet à 39 millions de dollars pour la construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est du pays. Le reportage. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur la levée des immunités de Constant Moutamba. Mercredi, le procureur général près la Cour de cassation a saisi cette chambre du Parlement congolais afin d'engager des poursuites contre le ministre de la Justice pour détournement présumé de fonds publics. Il s'agit de 19 millions de dollars sur les 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans le nord-est.
Il est reproché à Constant Mutamba d'avoir opté pour l'attribution des marchés de gré à gré sans en informer la première ministre. Le président de l'Assemblée nationale a déjà fait savoir que son institution ne fera pas obstacle à la justice. La Tanzanie connaît depuis ce mercredi une restriction d'accès au réseau social X. Selon des observations techniques, cette mesure fait suite à une série de cyberattaques visant des comptes institutionnels, notamment celui des forces de l'ordre. Les pirates y avaient publié de fausses annonces concernant le décès de la présidente Samia Suluhu Hassan, accompagnée de contenus inappropriés. Le reportage. Les autorités tanzaniennes ont bloqué mercredi l'accès au réseau social X après le piratage des comptes gouvernementaux. Les hackers ont annoncé à tort sur un compte ministériel la mort de la présidente Samia Suluhu Hassan. Ils ont aussi publié de nombreuses fake news, des propagandes et des messages pornographiques sur le compte de la police mardi soir, et ceux des opérateurs téléphoniques. Le porte-parole du gouvernement, Gerson Msigwa, a déclaré que le cyberespace tanzanien était sûr et a qualifié ces attaques d'incidents mineurs. Il a par ailleurs exhorté les citoyens au calme. Mercredi, X est resté inaccessible en Tanzanie pour ceux qui n'utilisaient pas de réseau privé virtuel, alors que les utilisateurs de VPN sans autorisation encourent des condamnations et amendes. En Tanzanie, de nombreux politiciens intellectuels et critiques expriment librement leur opinion sur X, même si l'approche des élections leur fait craindre le pire. Selon leurs allégations, le gouvernement de Mme Hassan, qui doit être réélu en octobre, cherche à réprimer la dissidence en ligne par le biais de procédures judiciaires et d'autres moyens. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reçu ce mercredi à la Maison-Blanche par son homologue américain Donald Trump dans un climat de vive tension diplomatique. En cause, les accusations récurrentes de Trump affirmant que l'Afrique du Sud permettrait des expropriations violentes et un génocide contre les fermiers blancs, des propos largement démentis par Pretoria. Suivant. C'est une rencontre attendue qui s'est tenue ce mercredi à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump a reçu son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa dans un contexte diplomatique tendu. En cause, les déclarations du président américain accusant l'Afrique du Sud de permettre des violences ciblées contre les fermiers blancs, des accusations rejetées par Pretoria. Il faudra que le président Trump écoute les voix des Sud-Africains, dont certains sont ses amis proches, et certains sont ici avec nous. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais je dirais que s'il y avait un génocide de fermiers afrikaners, je peux vous parier que ces messieurs ne seraient pas ici, y compris mon ministre de l'Agriculture. Il faut donc que le président Trump écoute leurs récits, leur point de vue. Voilà ma réponse à votre question. Selon des sources présentes, Donald Trump a maintenu ses positions. Il aurait demandé à ses collaborateurs de diffuser une vidéo illustrant, selon lui, des violences contre les fermiers blancs. Aucun engagement concret n'a été annoncé à l'issue de l'échange, mais les deux chefs d'État se sont dit prêts à poursuivre le dialogue. Pour la première fois de son pontificat, le pape Léon XIV a présidé ce mercredi une audience générale. Ce grand rendez-vous hebdomadaire lors duquel le pontife rencontre des fidèles et pèlerins du monde entier. Lors de sa première audience générale, le souverain pontife a réaffirmé sa volonté de voir la guerre à Gaza se terminer. Le reportage. Alors qu'il présidait sa première audience générale sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape Léon XIV a appelé à l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le souverain pontife a qualifié la situation à Gaza de préoccupante et douloureuse. Il s'agissait de la première audience générale, organisée quelques jours seulement après que 200 000 personnes aient assisté dimanche à la messe inaugurale du nouveau pape. La situation dans la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante et douloureuse.
Je renouvelle mon appel sincère à permettre l'accès à une aide humanitaire décente et à mettre fin aux hostilités dont le prix déchirant est payé par les enfants, les personnes âgées et les malades. Le Vatican a indiqué qu'environ 40 000 personnes étaient présentes pour cette audience. Le pape Léon XIV s'est exprimé dans son anglais natal, dans son espagnol courant, ainsi que dans l'italien traditionnel de la papauté. La rencontre, qui dure plus d'1 heure, se termine généralement par un bref appel du pape sur un sujet d'actualité ou un événement à venir. L'Iran va continuer à enrichir l'uranium avec ou sans accord avec les puissances mondiales, a affirmé le chef de la diplomatie iranienne au moment où Téhéran mène des discussions avec Washington et les puissances européennes sur le programme nucléaire iranien. Les pays occidentaux, États-Unis en tête et Israël, considérés par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. C'est après moi. L'Iran campe sur ses positions. En pleine impasse diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que son pays poursuivra l'enrichissement de l'uranium avec ou sans accord avec les États-Unis. Une déclaration ferme alors que les négociations sur le nucléaire iranien piétinent malgré plusieurs cycles de pourparlers indirects. Les responsables américains ont beau répéter, cela ne changera rien au fond du problème. Notre position est claire. Je l'ai déjà dit clairement et je le répète, l'enrichissement de l'uranium en Iran se poursuivra avec ou sans accord. Téhéran affirme vouloir rester à la table des négociations, mais prévient qu'il ne renoncera jamais à son programme nucléaire. Une ligne rouge qui accentue les tensions régionales. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.